On va faire entrer Anouchka Vazak. Venez, asseyez-vous. Vous faites partie des auteurs de La pluie, le soleil et le vent, un ouvrage collectif dirigé par Alain Corbin. C'est une histoire de la sensibilité au temps qu'il fait, parce qu'en effet, notre rapport à la météo dépend des époques, dépend des sociétés, évidemment. C'est comme les couleurs ou les pantalons à pattes d'éléphant, ça a sa mode. On va dire la pluie, l'orage, le soleil, il nous a fait peur et puis maintenant on l'aime. L'orage, c'est un peu la même chose. La seule chose qui est toujours la même, c'est qu'on a l'impression que le temps est détraqué. Ça vous l'avez remarqué, ça c'est de tout temps. Ça. Oui, c'est vrai, c'est une idée récurrente, hein, le détraquement du temps. Mais l'idée de cette histoire de la sensibilité au temps qu'il fait, ça n'était pas pour entrer en concurrence avec l'histoire du climat, les travaux d'Emmanuel Leroy-Ladurie. C'était pour approcher les météores, entre guillemets, d'une autre façon. Du point de vue du corps, du point de vue des sensations. Voilà, on les aime, on les aime pas, on en a peur ou on n'en a pas peur. On va prendre tout de suite des exemples, mais par rapport au fait que ça dépend des époques. La pluie, par exemple, on a organisé pendant longtemps, on y voyait l'intervention divine. Oui. On a pensé pendant longtemps que quand elle n'arrivait pas, et on en avait besoin, parce que pour l'agriculteur, il fallait implorer Dieu pour qu'il nous donne la pluie. Et c'est resté jusqu'à assez récemment, hein, ça. Oui, bien sûr, mais on organisait des processions pro-pluviales, c'est-à-dire pour que la pluie tombe. Jusqu'à la fin du 19e. Jusqu'à la fin du 19e. Bon, il y a des ex-voto qui sont. On va en voir un ex-voto. Oui. Là, ça, c'est celui qui c'est plus pour une tempête, celui-là. Mais, oui. mais ça fait rien, c'est la même chose, c'est l'intervention divine. Voilà, c'est la même chose. C'est des ex-voto qui essayent de susciter comme ça les météores, notamment la pluie, ou faire arrêter les tempêtes. Bon, là, c'est le cas de la tempête. Je crois que c'est à Notre-Dame de la Grâce, c'est ça? Oui, dans l'église de Honfleur, voilà. Où il y avait des processions organisées régulièrement. C'est ça. Et donc, il y a effectivement eu une époque où, Martin de la Soudière, ethnologue, distingue trois époques. Il distingue le temps des saisons, où l'homme est complètement dépendant, en fait, des saisons, de la météorologie. Le temps de la météo, où c'est l'invention sociale de la météo, on est passionné par la météo. Et le temps du climat, et on est entré maintenant dans cette époque où, de nouveau, on a une hantise quand même du climat. Et ce qui n'empêche pas qu'on ne parle plus de la météo de la même façon maintenant. Voilà. Mais revenons justement à cette sensibilité. La pluie, quand elle manquait, on faisait des invocations divines. Oui. Aujourd'hui, on la considère comme plutôt désagréable. Et il y a cette image de François Hollande qu'on a vue au début de son mandat, avec constamment de la pluie sur le visage. Et on se disait toujours pourquoi il ne prend pas un parapluie. Et en fait, c'est en lisant votre livre que je me suis aperçu qu'il ne faut plus prendre de parapluie. Le premier qui a cessé de prendre un parapluie, c'est Louis-Philippe. C'est Louis-Philippe en mai 1831. Voilà, ça. Il a pris la pluie comme tout le monde et c'est un signe d'égalité. En fait, son aide de camp, ou je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer, mais il lui a proposé une redingote, ou plutôt il a eu du mal à trouver la redingote. Et Louis-Philippe lui a dit peu importe, je veux me mouiller avec le peuple. Voilà. Donc il y a une histoire comme ça de ceux qui nous gouvernent, qui veulent se mouiller avec le peuple. Le général de Gaulle, il avait une ordonnance avec un parapluie, jamais il prenait le parapluie. Oui, mais il avait un képi tout de même. Oui, c'est vrai, c'est la différence avec François Hollande, effectivement. Alors le soleil, là il y a un vrai retournement sur le soleil. Si on prend entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle, au milieu du XVIIIe, on déteste le soleil. Et à partir du milieu du XXe siècle, on va l'adorer. Et pourquoi on le déteste à ce moment-là? C'est quoi? C'est la famine? Alors, c'est aussi l'idée, même simplement pour le corps, qu'il est néfaste. On a le sentiment qu'il est mauvais pour le corps. Et il faut attendre à peu près la fin du 19e pour qu'il y ait des traités d'hygiène médicale qui préconisent de prendre le soleil. Oui, mais attention, on se protège encore. On se protège encore, oui. Il y a cette affiche de Jules Chéret, qui est on l'appelait le Watteau des boulevards, le père de l'affiche publicitaire. Cette affiche de Jules Chéret, où justement, à une époque où on se couvre encore pour le soleil, ou c'est une publicité pour les costumes en alpaga. Donc, fin du 19e, on nous dit que le soleil est bon, mais on continue de se couvrir. On continue de se couvrir, mais évidemment avec, un peu plus tard, beaucoup plus tard, l'invention les congés payés. À ce moment-là, évidemment, ça va être l'invention des vacances et le soleil va être simplement bon pour
pour le corps. Et la seule chose qu'on va continuer à redouter, ce sera le coup de soleil. Et évidemment, on va continuer à préconiser des chapeaux, mais il y a un plaisir à prendre le soleil qui est nouveau. Mais on découvre dans votre livre qu'il y a une véritable idéologie liée à ces météores dont vous parlez, que ce soit le soleil ou la neige. Idéologie, qu'est-ce que vous Une voulez idéologie, dire? Oui, oui. Dans le sens où pendant tout le 19e, Oui. par exemple, on va dire que les civilisations plus ensoleillées que la nôtre sont moins productives, sont plus molles, sont Oui, c'est vrai. inférieures. Oui, c'est la fameuse théorie des climats de Montesquieu. Enfin, c'est d'ailleurs pas lui qui l'a inventée, hein. Mais c'est vrai qu'il y avait cette idée que les peuples du Sud étaient, disons, moins productifs, en effet, plus lascifs, plus voilà, portés sur la sensualité, et que les peuples du Nord, les peuples, disons, même simplement de climat tempéré, d'ailleurs le tempéré c'est une notion un peu idéologique, hein, étaient ceux qui étaient les plus productifs et les plus valeureux. On lit aussi le stupre avec le soleil. Le soleil encourage la sexualité, la débauche. Oui, oui, on dit ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, on revient à une certaine hantise du soleil, hein. Bon, évidemment, il y a tous les nouveaux principes médicaux, puisque le soleil fait mal, ça on le sait, hein, Ah oui, ça rechange bien maintenant. sûr, ça rechange. Et puis depuis la canicule de 2003, on se méfie davantage du soleil. On sait maintenant que la canicule peut provoquer des décès. Nos ancêtres préhistoriques aimaient le soleil, eux. Le moment où le soleil commence à être vénéré, c'est le moment où les chefs apparaissent. C'est-à-dire qu'il y a une vision verticale du monde. La société se verticalise, se hiérarchise. Et c'est là qu'on voit dans les représentations classiques un peu partout qu'on construit les dieux à notre image. Et donc il y a un panthéon hiérarchisé avec un dieu du soleil. Et par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans l'art pariétal, donc des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, il n'y a absolument pas ni étoile, ni soleil, ni lune, ce qui est quand même incroyable, parce que c'est essentiellement des animaux et un petit peu des humains. Et ça, c'est fabuleux, parce que dans toutes les autres civilisations qui vont venir après, il va y avoir, ça va être très important au niveau de la cosmogonie, et là, il n'y a absolument rien. Pas une étoile, pas une lune, pas un soleil. Ça, c'est quand même très intéressant, alors qu'ils étaient très dépendants, en fin de compte, du soleil, du jour, de la nuit. Puisque vous parlez de peinture, il y a une autre énigme, c'est pourquoi à un moment, en 1565, alors que tout le monde connaît la neige, hein, en France, en Italie, en Angleterre, partout où tout le monde peint, c'est la Renaissance, tout le monde peint, personne ne peint la neige, c'est seulement un Flamand, Bruegel, qui en 1565 va peindre la neige pour la première fois, et en plus une neige joyeuse, alors que jusqu'à présent la neige c'était plutôt la peur du froid, de la famine, et là tout à coup on voit les jeux de neige avec les gens qui patinent au fond, et il n'y a que les Flamands qui vont se mettre à peindre la neige à cette époque-là, on va en voir d'autres. En fait, évidemment, on ne découvre pas la neige, mais les Pays-Bas commencent à émerger vraiment comme nation et ils se découvrent comme nation. Et c'est aussi une façon de créer une identité, hein, les Provinces-Unies qui se retrouvent comme ça dans une image d'eux-mêmes, une image de plaisir. Bon, il ne faut pas oublier non plus quand même que 1565, c'est là qu'on retrouve l'histoire du climat. C'est une année particulièrement froide, hein. On est en plein petit âge glaciaire. Et donc, ça correspond quand même aussi à une réalité climatique, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y a tout d'un coup, on découvre le plaisir de la neige, oui, c'est le qui est plaisir représenté, qui tout à fait. oui. Mais en fait, les plaisirs de la neige ou de la glace, enfin plutôt de la neige, on les a aussi quand même déjà perçus à travers le goût du sorbet, par exemple du boire frais, qu'on avait déjà dans l'Antiquité. Oui, il y avait même un commerce international où on vend de la glace, en fait, de la neige, pour que les gens puissent boire frais. Tout à fait, et ça c'est quand même très très ancien, et à partir du début 18e, au Café Procope, on sert des sorbets. Donc le froid, il y a un plaisir du froid, de la sensation physique du froid gustative aussi. Alors, grand retournement, évidemment, c'est l'orage. Oui. L'orage, on peut imaginer que nos ancêtres en avaient une peur bleue. C'est sans doute pour ça qu'ils ont dû penser à inventer des dieux, parce qu'il fallait bien expliquer pourquoi tout à coup le ciel était en colère. On déteste l'orage, a priori, il fait peur. Et puis tout à coup, on va commencer à le trouver sympathique. À le trouver beau, en tout cas. À le trouver beau, oui. On commence absolument, oui, c'est ça. Oui,
cette esthétique là qu'on a appelée du sublime, hein, qui a été inventée par Burke et Kant, mais on a aussi le Sturm und Drang en Allemagne, à l'époque de Goethe, avec les souffrances du jeune Werther, où d'ailleurs il y a un orage. Et donc là, ce qu'on voit, c'est une gravure qui illustre Paul et Virginie. Oui, de Bernardin de Saint-Pierre. Voilà, Bernardin de Saint-Pierre, c'est le naufrage du Saint-Gérand. Oui. On va en voir d'autres. Hein, voilà. Bon. Et il y a un plaisir à la peur provoquée par les éléments qui se déchaînent, pour autant qu'on soit évidemment en sécurité. Oui, parce que ça va devenir en même temps cet orage qu'on trouve beau pour la première fois. Oui. Jusqu'à présent, il nous faisait peur, là il est beau et fascinant. Il va devenir aussi la métaphore de la Révolution française. C'est-à-dire c'est les orages qu'on entend approcher maintenant. C'est ça. Alors en fait, l'orage, c'est vrai, c'est une métaphore de la Révolution française. Enfin, il me semble, on le voit avant la Révolution. Il y a vraiment, par exemple, Malesherbes a dit à un moment donné, je vois se former des orages. En 1788, mais tout à fait en dehors d'un contexte, disons, politique, en reprenant des textes météorologiques qui rapportaient simplement des événements météorologiques, on s'aperçoit que l'orage, dans ces textes-là, peut devenir l'indice, disons, traduit une intuition de ce qui va advenir. Là, je pense spécialement à un orage qui a eu lieu le 13 juillet 1788, Presque un an avant. Voilà, un an et un jour avant le 14 juillet 1789. Et quand on lit les mémoires de l'Académie des sciences qui rapportent cet orage, on s'aperçoit qu'il est évoqué dans les mêmes termes avec lesquels les premiers historiens de la Révolution vont parler de la Révolution. La Révolution, c'est un orage. Et l'orage du 13 juillet 1788, il est montré comme un phénomène irrationnel, autonome, imprévisible. Et comme l'amour d'ailleurs hein, aussi. Comme l'amour, oui. Le coup de foudre, c'est de l'orage. Oui, tout à fait. Alors oui, justement, c'est ce qu'on voit dans Werther. Il y a cette célèbre photo qu'on attribue à Camille Flammarion de la Tour Eiffel, oui. où là, ça devient une métaphore de l'électricité oui. aussi. Oui, à partir du moment où on invente l'électricité, l'orage devient bénéfique. En fait, il y a une espèce de folie de l'électricité quand on la découvre au XVIIIe siècle. On parle d'électromanie, je crois que c'est Bachelard qui parle de véritable fureur électrique. Et puis, on va commencer à trouver l'électricité à la fois fascinante et tous ses effets fascinants, très beaux, et en même temps, ça reste quand même toujours inquiétant, toujours irrationnel. Et Camille Flammarion, qui est un journaliste scientifique en plein siècle positiviste, a quand même, dans un livre très très étonnant qui s'appelle Les Caprices de la foudre, recensé un certain nombre de cas par exemple, de jeunes filles foudroyées qui sont présentés comme vraiment délirants, quoi. C'est à la limite de l'irrationnel, la façon dont ils sont présentés. Donc il y a toujours un lien, en fait, entre une tentative de rationalisation de ce phénomène, la foudre, et en même temps, il y a toujours un résidu d'irrationnel. Et alors, dernier résidu d'irrationnel d'ailleurs, je l'ai ajouté parce que vous n'en parlez pas dans votre livre, mais c'est Frankenstein. Oui, en tout cas, la créature de Frankenstein, il ne faut pas oublier que c'est grâce à l'orage, à la foudre, qu'elle a pu recouvrer la vie, enfin du moins que le cadavre qui avait été déterré par le professeur Frankenstein a pu recouvrer la vie. Là aussi, c'est la foudre. Et là, c'est une vraie métaphore de l'irrationnel, justement, du surnaturel. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, Frankenstein a été écrit par Mary Shelley dans un contexte météorologique très particulier. En 1816, je crois, c'est l'année qu'on a appelée l'année sans été, l'année où le volcan Tambora a expulsé des poussières dans l'atmosphère, et on a vécu une année de pluie, de froid absolument extraordinaire, et ça a pu provoquer comme ça, dans l'imagination de Mary Shelley, une espèce de délire. Voilà, ça lui a donné cette intuition d'un monstre. La conclusion de ce livre, c'est qu'au fond, quand on dit j'aime le soleil, par exemple, on croit qu'on aime le soleil de nous-mêmes. En fait, on est conditionné pour aimer le soleil. On serait né 2 siècles avant, on n'aimerait pas le soleil, quoi. Tout simplement. Ça, j'en suis Juste pas conclusion. sûre. Non, mais c'est ça. On prend pour naturel et puis c'est pas du tout naturel, c'est construit comme le reste. Comme le reste, comme les déchets. Donc il faudrait se débarrasser. Je vous remercie tous les 8 d'avoir participé à cette émission.